Eurydice Dixon est une jeune femme de 22 ans, comédienne et interprète vivant à Melbourne en Australie et très investie dans son art. Un soir de l'année 2018, elle se produit alors dans une salle de spectacle de sa ville. Après son spectacle, elle décide alors de rentrer chez elle à pied. Elle a quelques kilomètres à marcher, mais ce n'est pas grave, elle aime ça marcher le soir et surtout elle aime ça marcher dans les parcs. Elle se sent aussi très en sécurité dans sa ville, mais ça, c'était sans compter le fait qu'elle croise le chemin d'un homme nourrissant de profonds et sadiques fantasmes. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Eurydice Dixon, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois aujourd'hui pour une vidéo qui s'est passée en Australie. Je ne sais pas pourquoi en ce moment je tombe sur plusieurs histoires qui m'intéressent énormément mais qui se passent en Australie. En tout cas ça change un petit peu des États-Unis. C'est une histoire quand même récente, elle s'est passée en 2018 et c'est une histoire qui m'a fait énormément de peine. Vous allez voir, la vie d'Eurydice aurait pu être une vie pleine d'amour et plein d'art et au final quelqu'un la lui a enlevée pour un fantasme sadique et cruel. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci énormément à tous ceux qui s'abonnent, merci à ceux qui sont abonnés déjà depuis un petit temps. Voilà, ça m'aide énormément, ça me motive beaucoup à continuer, donc voilà, merci beaucoup. Et maintenant que tout ça est dit, lançons-nous dans la vidéo. Eurydice Jane Dixon est née le 11 octobre 1995 à Melbourne en Australie. Elle y vivait alors avec ses parents Karen Walters et son père Jeremy Dixon. Malheureusement, le début de la vie d'Eurydice fut compliqué. Sa mère était en fait héroïnomane et lorsque Eurydice n'avait que 7 ans, elle a vu un beau jour la police se présenter chez elle et lui annoncer la nouvelle déchirante que sa mère était décédée. Elle avait en fait été retrouvée morte dans un centre commercial et elle était décédée des suites de son addiction. Suite à ça, Eurydice a alors été élevée par son père, mais elle avait également un frère et une sœur avec qui elle a affronté tous ces moments difficiles. Le père d'Eurydice était en fait un avocat et un militant politique, et donc il avait quand même assez d'argent pour venir aux besoins de ses enfants. Ils habitaient dans un petit appartement à Melbourne, donc financièrement parlant, même si ça ne devait pas être super facile, ça allait quand même. Aussi, chose importante pour la suite, leur appartement se situait dans le quartier de Parkville, donc toujours à Melbourne, juste à côté d'un petit parc qui s'appelle le Princess Park. En tout cas, en grandissant, Eurydice a su qu'elle voulait devenir comédienne. Elle a très vite su le métier qu'elle voulait faire et savait qu'elle avait des choses à dire et des messages à faire passer. Elle a effectivement dû grandir très vite après la mort de sa mère. Elle a eu une enfance difficile et donc elle s'est rapidement sentie devenir adulte. En plus de ça, Eurydice avait été victime d'intimidation à l'école, mais elle ne s'est jamais laissée détruire et a toujours décidé que tout ça serait un moteur à son but futur, donc celui de devenir comédienne. Après le lycée, elle a alors étudié l'art dramatique à l'université Deakin et s'est ensuite produite assez souvent avec une compagnie de théâtre locale. En 2018, Eurydice a alors décidé de se lancer dans le stand-up et a commencé à se produire au Melbourne International Comedy Festival avec un spectacle solo qu'elle a intitulé « À la maison, je me sens comme une touriste ». En 2018, donc à l'âge de 22 ans, Eurydice est devenue une actrice, comédienne mais aussi écrivaine. Elle était alors une artiste et interprète devenue assez connue localement. I've got a story. That's always good, isn't it? For comedy, stories. Can people listen to me, please? Okay, let's go. I was in a pub. That's normal. This isn't the bit where I'm a cunt yet, right? I had to urinate. Still not a cunt. Okay. Pas mal de gens se rappellent d'ailleurs l'avoir croisée assez régulièrement le soir dans le parc de son quartier où elle aimait se promener à pieds nus. Ceux qui la connaissent ont aussi qualifié Eurydice comme une jeune femme gentille et timide mais qui pouvait aussi se montrer féroce. Elle était belle et drôle et vraiment épanouie dans son métier et tous les projets qu'elle entreprenait.
Elle avait également depuis peu de temps un petit ami, Tony Magnusson, qu'elle aimait plus que tout et avec qui elle se sentait plus heureuse que jamais. Il la soutenait dans ses projets, elle le soutenait dans les siens et vraiment c'était un couple tout mignon que tout le monde trouvait vraiment beau. Mais plongeons-nous à présent dans la journée du mardi 12 juin 2018. Cette soirée-là, Eurydice se produisait dans une salle de spectacle à Melbourne afin d'y jouer son stand-up. Elle n'habitait pas très loin de la salle de spectacle, donc une fois qu'elle a eu terminé, elle s'est dit qu'elle allait rentrer chez elle à pied, même si c'était quand même 4-5 km. Elle aimait bien marcher le soir, donc ça ne la dérangeait pas du tout. Elle devait passer par le Princess Park, donc le parc qu'elle connaissait très bien et où elle allait assez régulièrement se promener en soirée comme je vous l'ai dit. Rappelez-vous, je vous ai dit, c'est vraiment le parc où quand elle passait, elle enlevait ses chaussures, elle marchait dans l'herbe, elle prenait du temps. C'est un parc qu'elle aimait bien et où elle se sentait vraiment paisible et c'était une sorte de méditation aussi pour elle de marcher là-bas. Donc ce soir-là, vers minuit, elle va rentrer dans le parc, enlever ses chaussures et marcher. Et puis à minuit 2, elle va envoyer un message à son petit ami en lui disant « Je suis presque à la maison ». Mais malheureusement, ce que Eurydice ne savait pas à ce moment-là, c'est que cela faisait plus d'1 heure qu'elle se faisait traquer et observer par un individu qui n'avait pas de bonnes intentions. Cet homme avait en fait traqué Eurydice à partir du moment où elle était sortie de sa salle de spectacle. Il l'a alors suivie pendant qu'elle traversait le parc et a attendu qu'elle s'y enfonce un peu plus profondément jusqu'à ce qu'elle soit complètement à l'abri du regard des gens. À ce moment-là, il s'est approché d'elle très doucement pour ne pas qu'elle le remarque et là, il lui a agrippé les cheveux et les vêtements et l'a projetée vers l'arrière pour qu'elle tombe au sol. Il s'est ensuite assis sur sa poitrine puis l'a étouffée jusqu'à ce qu'Eurydice s'évanouisse et là, il a décidé de l'agresser sexuellement. Là, il l'a visée une première fois et puis il a essayé de le refaire une seconde fois, mais physiquement il n'y est pas arrivé. Pourtant il a vraiment essayé, mais finalement il a décidé d'abandonner. Mais cet échec a vraiment rempli cet inconnu, ce tracker, d'une frustration et d'une colère énorme. Et là il a alors décidé d'appuyer sur la trachée d'Eurydice jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus respirer, jusqu'à ce que l'air ne puisse plus du tout passer et qu'elle décède. Après ça, il a pris le téléphone d'Eurydice et avec, il a pris une photo du corps de sa victime et puis il est reparti. Il a fallu attendre plus de 2 heures pour que enfin quelqu'un passe par là et retrouve Eurydice. Il était exactement 2h50 du matin lorsque quelqu'un va passer par le parc et va remarquer qu'une personne était couchée à terre et qu'elle était sans aucun doute décédée et c'est là qu'il a eu le bon réflexe d'appeler la police. Malheureusement, une fois que les secours étaient sur place, ils ont dû se rendre à l'évidence qu'il était trop tard. Eurydice était morte et depuis bien trop longtemps pour qu'elle puisse être réanimée. La police déclarera alors que la mort d'Eurydice était un meurtre et une enquête pour homicide va alors être ouverte. Dans un premier temps, les enquêteurs vont alors décider de regarder les images de vidéosurveillance qui se trouvaient dans le parc. Bon, là quand je dis dans le parc, c'est surtout aux extrémités du parc parce que vraiment à l'intérieur il n'y en avait pas, mais comme il y en avait comme à chaque entrée du parc, c'était assez facile de retrouver la trace d'Eurydice et de la voir rentrer dans ce parc. Ils vont donc rapidement retrouver les images où on y voyait Eurydice en train de marcher et ils verront aussi que derrière elle, il semblait y avoir un homme qui la suivait et cet homme était sans doute la personne qui l'avait par la suite agressée sexuellement et puis assassinée. Donc là, les enquêteurs savaient à quoi l'assassin ressemblait. Ils avaient des images de lui, mais malheureusement, ça ne suffisait pas pour qu'ils arrivent à l'identifier. La police a alors décidé de rendre ces images publiques et ils ont fait un appel à témoins en demandant à chaque personne de regarder le visage de cet homme et d'appeler la police s'ils arrivaient à l'identifier. Là, c'est assez dingue parce que le lendemain du à 18h34, la police va recevoir l'appel d'un jeune homme de 19 ans. Il va dire qu'il s'appelle James Todd et qu'il a vu son visage aux informations, mais qu'il est sûr de n'avoir tué personne. Mais bon, ses parents vont donc entendre tout ça et ils vont ensuite l'amener au poste de police. Une fois au poste, James va absolument tout nier, mais à un moment donné, les enquêteurs vont lui dire qu'ils ont de l'ADN provenant de la scène de crime et que ça allait être très facile de prouver sa culpabilité s'il était vraiment coupable. Donc là, James leur a répondu « Ne vous inquiétez pas pour l'ADN, je l'ai fait, je vais tout vous dire ». Et là, il va bel et bien se confesser aux enquêteurs.
James va donc expliquer qu'il a 19 ans et qu'il suit des cours d'hôtellerie. La veille, ses cours s'étaient terminés à 18 h et après ça, il avait pris le train afin d'aller retrouver ses amis. Ensemble, ils avaient alors essayé d'acheter de l'alcool, mais ils avaient 19 ans, il fallait 21 ans pour acheter de l'alcool en Australie. Donc ils ont fait un premier magasin, ils se sont fait refuser, puis ils en ont fait un deuxième et ils ont pu avoir une bouteille de vodka, même s'ils n'avaient pas de carte d'identité sur eux. Après ça, il avait tout simplement traîné dans les rues de la ville avec ses amis et avait tout simplement bu de l'alcool et fumé quelques joints avec eux. Ensuite, vers 21 h, ses amis étaient partis et James s'était alors retrouvé tout seul. Pendant quelques heures, alors, il a déambulé dans les rues de la ville et puis il s'est pris à manger à un endroit et puis il marchait seul. Il avait bu beaucoup, il avait fumé beaucoup, simplement il planait, il marchait sans avoir de but précis. Mais à un moment, un peu après 23 h, il avait aperçu Eurydice en train de marcher seule. Elle était en fait passée devant lui dans la direction opposée. Là, lorsque James l'a vue, il expliquera qu'il s'était immédiatement retourné sur elle et qu'il avait alors commencé à la suivre de loin. Il va d'ailleurs expliquer qu'il la suivait et quand il sentait qu'il se rapprochait un peu trop d'elle, il s'arrêtait, il faisait semblant de se rouler une cigarette et puis une fois qu'elle était partie un peu plus loin, il continuait à la suivre. Il l'a alors suivie pendant plus de 4 km jusqu'à arriver au parc à 23 h 54 et c'est là en fait qu'il va être filmé pour la dernière fois par des caméras de surveillance. C'était donc 8 minutes avant qu'Eurydice n'envoie un message à son petit ami pour lui dire qu'elle était sur le point de rentrer chez elle. Après ça, James va alors expliquer l'avoir suivie dans le parc, avoir attendu, comme je l'ai dit, qu'elle soit bien à l'abri des regards et puis il l'avait attaquée par derrière, l'avait agressée sexuellement et puis l'avait assassinée en lui écrasant la trachée. Après ça, James dira avoir dormi sur un banc du parc et puis qu'il s'était rendu à la gare et avait passé un long moment à fouiller l'intérieur du téléphone d'Eurydice. Je vous rappelle aussi qu'il avait pris des photos du corps de sa victime au sol avant de partir et donc dans la gare, il a regardé pendant un long moment les photos du visage d'Eurydice et les blessures qu'il lui avait causées. Mais là, il a eu envie d'y retourner pour la revoir de ses propres yeux. Donc James dira avoir fait demi-tour et être retourné dans le parc. Il dira qu'une fois arrivé sur place, il a trouvé plusieurs voitures de police et des policiers lui ont alors demandé de circuler pour ne pas qu'il voie ce qu'il se passait, tout en pensant que James était en fait un passant lambda. Après ça, James est alors rentré chez lui et a fait une recherche sur son iPad en inscrivant Princess Park. Et puis, il a lu les différents articles qui commençaient à apparaître sur la découverte du corps d'une jeune femme assassinée en plein milieu de la nuit dans le parc. James va continuer à se confesser, il dira qu'après ça, il a fait d'autres recherches sur son iPad et cette fois, il avait visionné des vidéos à caractère pornographique en rapport avec l'étranglement et le viol. Il a ensuite été dans une sous-catégorie du site qui existe et je trouve que c'est totalement dingue que cette catégorie puisse exister, mais en tout cas, ça s'appelait et étranglé brutalement. En fait, James va expliquer que le lendemain de son meurtre, il a passé la journée à regarder des vidéos à caractère pornographique qui ressemblaient justement à ce qu'il avait fait subir la veille à Eurydice. En parallèle, il regardait aussi les informations pour regarder où en était l'enquête à son égard et c'est donc là qu'il a vu avec effroi son visage s'afficher aux informations. Il avait été filmé par des caméras dans la ville et ça, il ne le savait pas. Dans le but de brouiller les pistes, c'est là qu'il avait décidé d'appeler la police, non pas pour se rendre, mais pour dire qu'il y avait erreur sur la personne. Il dira que c'était bel et bien lui, derrière Eurydice sur les images, mais qu'il n'avait rien fait et qu'il ne l'avait encore moins assassiné. Mais comme je vous l'ai dit, les parents de James ont entendu cet appel à la police et c'est eux qui ont décidé de l'emmener au commissariat pour qu'il s'explique. Et puis là, une fois sur place, quand James a su qu'il y avait des preuves ADN à son encontre, c'est là qu'il a décidé de tout avouer parce que évidemment, quand le coupable avoue, eh bien parfois la peine est plus clémente et ça, il le savait. En tout cas, après ses aveux, il va être mis en détention provisoire. Il va ensuite être vu par plusieurs psychiatres et psychologues et rapidement, il sera alors diagnostiqué avec un trouble du sadisme sexuel. James était en fait totalement obsédé par la pornographie violente, par le viol
et par les filles qu'il considérait comme émo. Et d'ailleurs pour lui, Eurydice était justement émo. Aussi, lorsque les psychiatres lui demanderont de parler de son geste, James dira que ce soir-là, pendant l'attaque, il n'était pas sûr d'aller jusqu'au bout. Mais que tout ça, toute cette situation sadique et macabre était son plus gros fantasme et il voulait réellement le réaliser. James a aussi déclaré que tout ça ne s'était pas déroulé exactement comme il l'avait prévu, mais par rapport à ça, il ne va pas en dire plus, ce qui fait que les psychiatres n'ont pas très bien compris ce qu'il voulait dire par là. Nous, on pense que peut-être ça ne s'est pas déroulé comme prévu parce qu'il n'a pas su l'agresser sexuellement une seconde fois, ou peut-être parce que il ne ressentait pas les sensations qu'il pensait qu'il allait ressentir de base. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais comme souvent, un fantasme dans la tête, c'est quelque chose de dingue, mais une fois qu'il est réalisé, la personne se rend compte que c'est pas si ouf que ça. Eh bien, on se dit que peut-être, James, c'est ça qu'il a ressenti, il s'est fait toute une montagne de ce fantasme sadique et totalement horrible, et qu'une fois qu'il l'avait fait, il n'a pas ressenti ce qu'il voulait vraiment ressentir. Le psychiatre lui demandera quand même ce qu'il avait ressenti pendant l'agression et James dira qu'il n'avait rien ressenti et n'avait pas vraiment de sentiments à ce moment-là. Il dira aussi qu'il était par contre heureux de s'être fait prendre et a ensuite plaidé coupable de meurtre, de viol et de tentative d'agression sexuelle. Les enquêteurs ont ensuite déterminé que le motif du viol était donc le fantasme et que le meurtre avait été fait comme pour glorifier son fantasme. Le juge, à l'audience de détermination de la peine, a d'ailleurs dit « Son meurtre n'avait pas pour but d'éviter d'être détecté. C'était pour quelque chose de beaucoup plus sombre. C'était un meurtre à des fins sexuelles. » Il y a quelque chose qui va rendre différente toute cette affaire, c'est le comportement de James. En fait, en temps normal, entre guillemets, le tueur va éprouver comme du plaisir dans le fait d'essayer d'échapper à la police, dans le fait de devoir cacher le corps, de se trouver un alibi, etc. Mais dans le cas de James, là c'est tout le contraire, il voulait être arrêté. Une autre chose qui rend cette affaire et le comportement de James différent, c'est que habituellement les violeurs et assassins qui font des féminicides ont un problème avec leur mère ou même avec la figure de féminité en général. Ici, eh bien, ce n'était absolument pas le cas. Les parents de James ont confirmé que leur fils n'avait jamais eu de problème d'entente avec sa mère ou même avec d'autres femmes en général. Son entourage, comme ses amis par exemple, diront aussi que c'était un garçon gentil qui n'avait jamais eu d'accrochage ou de gestes déplacés envers des femmes. En fait, rien n'alertait qu'il aurait un jour ce genre de comportement envers une femme, rien, sauf son historique internet. En tout cas, le juge a condamné James Todd à la prison à vie avec tout de même une possibilité de libération conditionnelle après 35 ans. Il a depuis essayé de faire appel à cette condamnation, mais ça, heureusement, ça a été refusé. Un peu plus tard, on a su que James avait parlé à son père en prison et qu'il lui aurait dit se sentir comme une merde depuis le meurtre et que tout ça ne le satisfaisait pas. Alors encore une fois, on ne pense pas que James parlait de remords, on pense qu'il n'en a absolument pas, simplement que, encore une fois, cette sensation ne le satisfaisait pas et qu'il avait l'impression peut-être que tout ça allait être différent. En tout cas, la famille de James n'a pas beaucoup parlé aux médias et ça, je pense qu'on peut le comprendre. Son père a par contre dit un jour à un journaliste « Ce que je souhaite pour James et ce que je crois qu'Eurydice souhaiterait, c'est qu'il aille mieux et réalise ce qu'il a fait. » Du côté de la famille d'Eurydice, sa sœur Polly a donné plusieurs interviews en disant que le meurtre de sa sœur avait réellement brisé sa famille et qu'à présent elle ressentait énormément de colère envers son meurtrier. Elle dira également « Je veux la voir, l'entendre, être avec elle, prendre un café avec elle, mais comme elle a été assassinée, je ne la reverrai jamais. » Je souhaite régulièrement au cours de ma journée avoir pu la sauver. Pour ce qui est du petit ami d'Eurydice, lui aussi souffre énormément de la disparition de sa petite amie et au procès, il avait d'ailleurs pris la parole en disant « Je souffre d'insomnie constante, de retour en arrière et de flashbacks. Quand je m'endormais, je me réveillais au son d'un cri. Je ne regarderai plus jamais la race humaine de la même manière. » Depuis, James est en tout cas en prison, mais il est loin d'avoir un comportement exemplaire. En 2019, il a d'ailleurs eu une altercation avec un détenu du nom de Cody Herman. Cody avait lui aussi violé et assassiné une étudiante d'échange israélienne. On n'en sait pas vraiment plus sur ça, mais en tout cas, les deux détenus s'étaient insultés
et puis en était venu aux mains. Cette altercation montre en tout cas que James est loin d'avoir à présent une vie calme et continue à être une personne violente. Voilà, c'est comme ça que se termine cette terrible histoire. N'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous en avez pensé. Je vous lis toujours, je trouve toujours vos commentaires très bienveillants pour la majorité, donc merci beaucoup. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre des petits pouces en l'air si la vidéo vous a intéressé, à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!